Le 18 août 1896, deux prospecteurs du nom de George Carmack et Shocum Jim découvrirent de l'or dans le Yukon, lançant ainsi une gigantesque ruée vers l'or où plus de 100 000 personnes filèrent dans les contrées gelées canadiennes afin de faire fortune. C'est cette ruée qu'on retrouve dans des films comme La ruée vers l'or de Charlie Chaplin, Gros-Blanc, et les vrais savent que c'est surtout là où Picsou commença à faire fortune en déterrant une énorme pépite. Et comme j'avais du temps libre devant moi, je me suis dit, pourquoi pas revivre cette chouette période grâce à Yukon Trail, un jeu CD-ROM de 1994 développé par nos petits amis du Minnesota Educational Computing Consortium, mieux connu sous le nom de MEC, et qui avait déjà fait l'excellent Oregon Trail, bien des années auparavant, où tu pouvais réitérer la folie des traversées états-uniennes à bord de vieux chariots en mourant de dysenterie comme une merde, arrivé à mi-parcours. Alors, allons-nous faire fortune dans la vallée de l'Agonie Blanche ou allons-nous périr comme une merde dans les rapides gelés du Klondike? Pour le savoir, allumons notre convecteur temporel de pacotille et déboulons en date du 23 août 1897 dans le vieux port de Seattle, d'où partirent la majeure partie des voyageurs à destination du grand froid canadien. On s'y croirait! Et on débarque avec juste notre journal et quand même 350 $ en cash sur le port où se trouvent 3 personnes tenant des panneaux. Alors t'as une nana qui nous fait de la pub pour la ville de Daiya en Alaska, d'où on part pour traverser le fameux col de Chilkoot, qui est la grande montée de marche qu'on voit dans la jeunesse de Picsou, mais aussi dans la ruée vers l'or. Et sinon, t'as aussi un bateau pour Skagway, aussi en Alaska, une ville mal fréquentée selon la dame. D'ailleurs, pour l'anecdote, si la ville de Daiya s'est super bien développée avec la ruée vers l'or passant à plus de 5000 habitants en 1897, en 1903, tout le monde se sera tiré de la ville et il ne restera plus que 3 personnes. 3 personnes à Daiya. 50 000, 3 personnes. D'abord, il vaut mieux aller en ville pour commencer à faire des provisions pour la route. En ville, je tombe sur Clarence Berry, un prospecteur ayant existé qui me dit avoir ramené plus de 100 000 $ en or du Klondike. Ce qui est cool pour toi, mec, tandis que sa femme me dit de me trouver un ou une partenaire pour l'expédition parce que sinon ça serait suicidaire d'y aller seul. Heureusement, t'as masse de partenaires providentiels qui t'attendent au bureau des billets. Alors t'as Sadie qui est spécialiste en prospection, Linda, la native, qui connaît bien le terrain et qui est forte en endurance, Jack le charpentier et Midas le banquier qui a surtout de la thune, c'est un banquier. Bon, en fait, les différences entre les 4 sont minimes et perso, j'ai surtout besoin de quelqu'un pour m'aider à creuser. Du coup, prenons Sadie et 2 billets pour l'Alki, le premier bateau en partance pour Skagway. Puis, alors c'est le moment de faire les courses, sachant que je dois posséder 1000 livres de bouffe par personne afin de passer la frontière canadienne. Oui, parce que pour éviter que les villes du Yukon se retrouvent sans stock de bouffe, chacun est obligé d'apporter sa propre part. Un peu comme quand t'es invité en soirée, c'est le minimum. Et alors, comme je me doute que les prix sur place seront super prohibitifs, autant stocker le maximum de suite. Du coup, prenons 2400 livres carrément de nourriture en tout, surtout que Sadie participe en ajoutant 500 $ à mon pécule. Ah, puis pas oublier de prendre un traîneau aussi, et puis une scie au cas où. Eh ben, je crois qu'on est bon. Alors au port, t'as un nouveau connard qui cherche à te vendre des trucs à la con, alors du caviar, un vélo, et puis même une fois il a cherché à me vendre des chatons. Bon, je prends le caviar au cas où, il y aura toujours des pécores à qui le vendre, et c'est parti pour la traversée en bateau, où tu peux pas faire grand chose à part te manger des événements aléatoires dans la gueule, comme cet orage dès le départ, quelques icebergs en plein dans la mouille, et après 2-3 cartes postales historiques, on est arrivé en ville de Skagway. Ouais, c'est normal, les pieds dans la boue là. Bon, il faut savoir que Skagway c'était un peu le repère des brigands en tout genre, une ville menée d'une poigne de fer par Jefferson Randolph Smith, dit Soapy, qui mourut quelques mois seulement après mon arrivée. Les fans de Picsou auront reconnu le nom, c'est effectivement celui qui inspira Karl Barks pour le Soapy Slick de North of the Yukon de 1965 et que Don Rotha reprendra pour sa jeunesse de Picsou. Et évidemment, comme toute ville malfamée qui se respecte, t'as un Bonto, ce fameux jeu que tout le monde sait qu'il est truqué, mais bon, t'es con, tu tentes ta chance quand même. Après, tout dépend du prix, genre là je mise 1 $, bon, c'est facile de retrouver la pépite, elle est là. Mais dès que tu mises un peu plus, tenez, alors j'ai mis une marque sur le gobelet là, bon vous suivez, la pépite elle est là, maintenant elle est ici, et bon, quand je retourne le gobelet avec la marque, y a plus rien. Pour aller panser nos plaies, dirigeons-nous au saloon où se trouvent 3 personnes qui m'ont l'air bien dignes de confiance. T'as un type qui me dit de me barrer au plus vite, et l'autre, oh bah c'est Soapy. Je lui fais part de mes problèmes à la table de jeu, et celui-ci me promet qu'il va s'en occuper. Quelle personne sympathique. Bon, il n'a pas l'air de revenir pour le moment. Il m'a dit d'attendre. Pour patienter, je vais jouer aux cartes avec ce gentil monsieur. Il me dit que le but, il est tout simple. Chacun, il tire une carte et la plus haute gagne. Ok, alors, quelle sera ta première carte? Ah mais j'ai pas d'as, moi. Bon, je joue le 3. J'ai perdu.
un roi. Ah, puis bien sûr, t'as une pénalité de 10 $ si tu te tires avant la fin de la partie. Non mais je m'en fous, je reste pas, de toute façon, tiens, tu vois, allez, lève là tes 10 $. Et c'est parti pour la route à pied jusqu'à Dawson, où pareil que pour le bateau de tout à l'heure, on ne peut pas trop agir, à part choisir le poids des charges à trimballer pour accélérer sa vitesse, et on se tape une masse d'événements aléatoires, comme des mules qui nous bloquent, notre collègue qui se tord la cheville, nous qui nous tordons la cheville, du blizzard qui nous empêche d'avancer, et tout ça consomme des jours. Pour le moment, on se dit que perdre des jours, ça ne sert pas à grand chose, mais en fait, plus t'arrives tard, moins t'as de chances de trouver de l'or. Ah oui, parfois aussi t'as des bandits qui nous volent de la bouffe, sachant que là par exemple ils m'ont tiré 133 livres de nourriture. Et il faut surtout pas que mon stock de bouffe passe en dessous des 1000 livres par personne, sinon je suis bon pour me retaper la route à l'envers. D'ailleurs, arrivé à White Pass City, je tombe sur 2 personnes qui se sont justement retrouvées à court de bouffe une fois arrivées à la frontière, et qui n'ont plus assez d'argent pour en acheter. C'est con. J'ai du caviar si vous voulez. Non ? Et c'est reparti pour White Pass, aussi connu sous le nom de Dead Horse Trail, car de nombreux chevaux moururent à cause du froid et de l'effort. Et après plus de 2 mois de marche, depuis notre départ de Skagway, à supporter le blizzard, les routes coupées et les multiples vols de bouffe, enfin nous arrivons à la frontière canadienne. Salut l'ami. Bon alors évidemment il me demande si je possède bien 1000 livres de nourriture par personne. Non, mais on s'en est fait tirer un peu sur la route, mais ça devrait aller. Combien il nous en reste ? 1994 livres seulement. Non, ça va pas suffire, ça fait pas 1000 livres par personne. Je vais m'arranger. Tabernacle, l'ami, j'ai pas assez de pitance pour ma blonde et moi. Ah, je le savais en plus que j'étais pas doué en québécois. Poussez-vous, je descends, dégagez. Et nous voici à Ship Camp où on peut racheter du stock. Dans Ship Camp, on ne peut pas faire grand chose, sinon causer à ce mec qui peut nous faire monter notre pactage avec un treuil, mais j'ai pas confiance. Et on peut aussi parier sur une course de traîneau. Allez, 10 $ sur le traîneau bleu. Et les voilà partis. Le bleu semble bien lancé. Pour le moment, il est largement en avance. Le rouge tente de le rattraper, mais c'est pas gagné. Ah, ça y est, grosse remontée du rouge. Le rouge va-t-il rattraper le bleu? Non. Allez, c'est le bleu qui gagne. Wouhou, je crois qu'on a tout là, bouffe, pognon, je pense qu'on peut remonter. Du coup, retour par le col de Chilkoot, les fameuses marches qu'on a vues tout à l'heure, et c'est le retour à la frontière canadienne. Tabernacle, l'ami, nous voilà. Frontière qu'on passe non sans avoir payé une petite taxe d'importation de 100 $ au passage. Petit malin, non, c'est bon, je vais pas redescendre. Lève là tes 100 $. Et c'est reparti à travers le pays canadien jusqu'au lac Bennett. Et après 2 nouveaux mois à subir les chevilles tordues, le blizzard et les éboulements, enfin nous arrivons au lac Bennett. Yeah! Je rencontre le colonel Samuel Benfield Steele, superintendant de la police montée du nord-ouest du Yukon, qu'on voit dans la jeunesse de Picsou, et qui me dit que le lac il est gelé et qu'il faut attendre le dégel pour pouvoir repartir. Bon, on est le 29 janvier. Ça fait combien de jours tout ça? Combien? Jusqu'à fin mai? Non, c'est bon, je vais attendre. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Je vais parler avec le chien. Tiens. On peut aussi en profiter pour commencer à construire un bateau, sachant que celui du milieu est le plus rapide et le plus maniable, et puis on attend le dégel. Et comme on est arrivé dans les derniers à cause de notre aller-retour, il faut attendre quelques jours de plus avant de pouvoir repartir. S'ensuit un passage où on descend la rivière dans une barque qui se dirige à la souris, c'est pas facile, et chaque fois que tu te prends un rocher, ça abîme ton bateau, et tu dois passer quelques jours supplémentaires pour le réparer. T'as 3 passages comme ça à faire, sachant que t'as moins de rochers à tribord. Et c'est enfin l'arrivée à Dawson. Yeah! C'est moi où elles sont de plus en plus boueuses, vos villes, ça va pas ça, Évidemment, on rencontre Jack London, qui aura une belle carrière comme romancier à succès, ainsi que Lucille Hunter, l'une des premières femmes noires à avoir tenté l'aventure de la ruée vers l'or du Yukon, en étant enceinte jusqu'au cou et à peine âgée de 19 ans. On rencontre aussi Belinda Mulrooney, la femme la plus riche du Klondike, propriétaire du Fairview Hotel à Dawson, fondé en 1889, ainsi que Cad Wilson, la plus grande chanteuse du Klondike, que tout prospecteur de Dawson voulait épouser. Mais ce n'est pas elle qui inspira Karl Barks pour créer Goldie O'Gilt, le seul amour de Picsou. C'est une autre chanteuse du Klondike, surnommée Klondike Kate, qui chantait au Savoy de Dawson City. Et on dit que des prospecteurs lui filaient des pépites juste dans l'espoir de lui parler. Elle apparut d'ailleurs en 1954, bien des années après, dans une émission de télévision présentée par Groucho Marx. Wait a minute, this whole thing is beginning to come into focus. Your name's Katie, you were a dancer? I was. And you were in the Klondike? Yes, Are you the original Klondike Kate? I believe I am. Oh, what do you know, Klondike Kate, huh? Mais bref, pas le temps de niaiser, il est temps de choisir une concession afin de se barrer d'ici. Et j'ai encore l'embarras du choix en fait. Bon, il y a toutes celles-là qui sont parties, qui sont les plus prolifiques en vrai. Du coup, je vais tester celle-là.
Voilà, c'est ma concession. Bon, elles se ressemblent un peu toutes. Il faut d'abord tester le terrain en cliquant un peu au pif. Parfois tu trouves de la poussière d'or, du coup tu réessayes quand même avant d'acheter le terrain. Par exemple là, il n'y avait plus rien, donc je vais tester ailleurs. Et là j'ai de la poussière d'or toujours, et j'ai une pépite. Youpi! Ok, c'est bon, j'achète. Hey, Sadi, va chercher les pelles et les pioches. On s'y met. Et avec tout plein de gens que je sais pas qui c'est, on monte notre petite affaire et des sacs de pognon commencent à s'entasser jusqu'à l'hiver. D'où le fait d'arriver le plus tôt possible en fait. 20 000 $, 30 000 $, 40 000 $, 45 000 $. Barrez-vous de ma propriété, c'est bon blé. On a notre photo dans le journal, et voilà, c'était Yukon Trail. Et c'était super cool. J'aime beaucoup ce genre de jeu de l'époque avec tout plein de mini-jeux partout et plein de gameplay différents. Ok, c'est super facile. Ok, niveau rejouabilité, c'est 0, parce que tu te rends compte très vite qu'en fait, c'est toujours les mêmes concessions qui te rapportent le plus de pognon. Ok, tu revois toujours les mêmes personnages dans les mêmes villes. Ok, finalement, choisir Daya ou Skagway au début, ça change pas grand-chose finalement. Même si le chemin est différent, ça se joue exactement pareil. Mais je trouve que l'univers est super intéressant. Et j'adore l'ambiance. Ouais, t'as vraiment l'impression de parcourir le Grand Nord à la recherche d'un trésor. Et même si t'as pas mal de moments où tu fais rien à part subir, ça représente un peu ce que vivaient tous les gens de l'époque qui se sont tapés cette route. Après, t'apprends vraiment le strict minimum sur chaque personne que tu croises, et pareil pour les lieux visités. Mais ça reste sympa à jouer au moins une fois. Dans le même genre, je conseille les différentes versions d'Oregon Trail aussi, beaucoup plus long, plus intéressant, mais ultra difficile. Mais alors, si vous préférez des jeux récents, t'as Oregon Trail aussi, qui est la même chose, mais en territoire zombie, et surtout Super Amazing Wagon Adventure sur Steam, qui coûte que dalle et que j'adore vraiment. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce jeu méconnu vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé la faire. Et on se retrouve pour une prochaine fois, et en attendant, n'hésitez pas à voir des films, jouer à des jeux, faire plein de trucs, liker, commenter, tout ça quoi. À une prochaine.